Merci Docteur Bodian, merci beaucoup pour tous ces mots, merci à Bousso et Ousseynou. On a toujours l'habitude d'essayer de commencer à l'heure pour ne pas pénaliser les personnes qui sont là. Bien sûr, nous avons une pensée très grande aujourd'hui pour Marie-Jo Crespin qui nous a quittés. Certains et certaines d'entre vous la connaissent et donc malheureusement c'est une nouvelle qui nous attriste. Voici donc à l'automne de nos vies beaucoup de nos camarades qui s'éloignent. Mais comme l'a montré Nissir Sarr, nos ancêtres sont parmi nous et la quête de nos africanités nous permet de comprendre l'importance de ce que nous appelons les ancêtres de l'avenir. Et Cheikh Anta Diop est vraiment un ancêtre de l'avenir supérieur. On se demandait tout à l'heure s'il y avait des ancêtres qui étaient malins ou malfaisants. En tout cas, celui-là, il est extraordinairement bienfaisant puisqu'il a contribué à la formation de milliers et de millions, pour ne pas dire de millions d'êtres dont nous sommes. Et nous sommes très très fiers d'essayer d'œuvrer dans ce sillage. Nous avons aussi une pensée pour Antenor Firmin, qui est cet avocat haïtien à qui nous dédions aussi cette conférence. Une personne qui a fait un travail exemplaire le siècle d'avant et dont Diop s'est aussi inspiré. En tout cas, je vous remercie de votre accueil, de votre solidarité dans nos combats. Vous savez que notre université aujourd'hui porte le nom de Cheikh Anta Diop, notre sphinx, mais cette université africaine est en crise profonde. Mais il y a des chercheurs extraordinaires, dont plusieurs sont parmi nous dans la salle, qui font des percées spectaculaires, qui lancent des initiatives souvent méconnues et qui requièrent une mise en synergie des chercheurs panafricains. Ce matin, nous en avons eu un aperçu avec les professeurs Bouba Diop, Awa Boukarli, Aboubakry Lam, Nissir Sarr, et bien d'autres qui, hélas, ne sont pas là, mais contribuent à ces avancées dans le sillage de Cheikh Anta Diop. Et comme il disait lui-même, la recherche est le démiurge qui remodèle sans cesse la face du monde. Alors, l'Afrique a eu des épistémés, c'est-à-dire nous avons eu des systèmes de connaissances. Ces systèmes de connaissances, nous en sommes plus ou moins amnésiques. Il y a donc un travail de reconstitution à faire. Ce travail de reconstitution, il est au cœur même de ce qu'est la connaissance. La connaissance, c'est un enjeu complexe. Elle est autant connaissance commune, c'est-à-dire lorsqu'on a une compréhension des choses, une explication intuitive, vraisemblable, ou lorsqu'elle est un peu plus élaborée, c'est-à-dire lorsqu'elle est une connaissance scientifique. À ce moment, elle est analytique, elle est vérifiable, refutable, concrète et prédictive. Le problème, c'est que les connaissances africaines de l'époque n'étaient pas séparées de la métaphysique. Et donc, c'est important. Bu ñu wax par exemple, bu ñu nee xooleen garab gi mi ngi yëngu xob yaa ngi yëngu lan moo koy yëngal donc li ko yëngal moo ko ëpp doole léegi nag boo xamulee lan la da ngay ni ah xëy na am na benn mais doo xam noo koy wooyee yàlla la lu bon la mais lan moo koy yëngal parce que léeg-léeg ngelaw day am doole ñëw faq sa kër mu màbb léeg-léeg mu upp la. Donc xam-xam mooy indi xàmmee fan la affaire bi jógee suñu maam yi nag ni ñu ko doon jëlee seen gëstu xëy na sorewul mais xamoon nañu affaire bi dafa niroog lu ëpp seen xam-xam ñu koy gëstu di ko gëstu ba xam ne lii ah boo xoolee naaj moo koy indi naaj mooy ëf ngelaw bu sedd ak ngelaw bu tàng ñu jaloo léegi nag àdduna mu ngi wëlbeeku ci dem côté ndeyjoor loolu mooy indi ngelaw mais loolu balaa nga koy xam da ngay gëstu lu yàgg. Donc l'épistémologie du savoir, c'est en fait de comprendre que pour l'homme dit primitif, comprendre quelle était l'origine du vent, c'était de lui donner une divinité quand il ne connaît pas, ou un esprit. Mais à un moment, il comprend qu'en réalité, c'est la synergie. Par les isobars, de leur chaud remonte vers l'air froid et provoque ce système de ventilation qui, avec la force de rotation vers la droite de la Terre, amène le vent. C'est un mouvement complexe. C'est comme comprendre comment les marées fonctionnent, etc. Cette question-là, c'est au cœur de la connaissance et elle doit pouvoir être démontrable. Maintenant, c'est vrai que nous avons une certaine suffisance. Notre suffisance, surtout lorsqu'on a une approche scientiste. Notre Terre, par exemple, la belle sphère bleue, elle a l'air immense. Donc elle tourne autour du Soleil, mais en fait, ce Soleil lui-même, qui nous paraît géant, est absolument minuscule
par rapport à la luminosité, par exemple, de Eta Carina, qui est 1 million de fois plus lumineux que lui. Et notre planète, la Terre, elle-même, est une sorte de petite poussière par rapport à Uus Scuti, qui est une supergéante dans la constellation de l'Écu de Sobias, qui a 5 milliards de fois plus volumineuse que notre Terre. Donc, souvent, la posture scientiste, en se croyant omnisciente, elle surévalue la science par rapport à la connaissance, et en considérant que c'est seulement la science qui peut permettre de l'atteindre. Mais il y a des choses immuables en science. On sait que l'eau bout à 100 degrés dans certaines conditions, on connaît les groupes sanguins, on sait exactement comment la Terre tourne, etc. Là, la question, il y a eu une longue rivalité entre les systèmes créationnistes, les systèmes spiritualistes et les systèmes matérialistes. Et donc, en fait, l'instant, les choses qu'on ne comprend pas, les choses qui nous paraissent mystérieuses, celles qu'on confie au hasard, c'est principalement les choses qui sont à la limite de notre ignorance. Mais cette ignorance, elle recule. Et donc, il est assez clair qu'à mesure qu'on développe le savoir scientifique et à mesure que les jeunes sont armés de science, ces mystères, ces choses qui relèvent du hasard vont pouvoir être petit à petit comblés. Le problème, c'est que les savants et les sachants ont un pouvoir extrêmement fort et les pouvoirs le savent. Et donc, ceux qui détiennent les pouvoirs contrôlent ces savants et ces savants eux-mêmes ont une part de contrôle dans ceux qui disposent du pouvoir. Dans les 40 dernières années, le néolibéralisme a procédé à la dépolitisation et a procédé à un système de communication très accéléré qui, paradoxalement, a provoqué un nivellement vers le bas, une cacophonie de communication qui a aussi permis à la fois un manque de discernement de ce qu'est la droite de la gauche et même une forme de capacité, ou en tout cas une incapacité à reconnaître des choses fondamentales comme les enjeux des droits humains, la liberté, la démocratie, etc. Donc, une sorte de repli qui va amener les gens vers une quête de sens pour trouver d'autres explications que la raison. Alors, tout cela amène évidemment d'essayer de faire une repolitisation démocratique de nos masses et d'essayer d'inculquer davantage de réflexes scientifiques à cette population, dans une ère où justement il y a ce qu'on appelle une société du savoir. La Commission européenne, elle a parlé d'une société de la connaissance et elle dit que cette société, c'est une société dont les processus et les pratiques sont fondés sur la production, la diffusion et l'utilisation des connaissances. Elle serait liée au développement des nouvelles technologies, mais surtout aux échanges, au déplacement des communications à l'échelle planétaire, qui élargissent l'horizon culturel de chacun d'entre nous et bouleversent les règles de concurrence entre les économies. Et elle constate que l'Europe elle-même connaît une transformation d'une ampleur comparable à celle de la révolution industrielle. Ce phénomène n'est pas qu'européen, c'est un phénomène mondial. Il réduit la connaissance à l'univers de l'information et de la communication et il a comme horizon une concurrence des systèmes éducatifs et d'emploi qui sont uniformisés pour le marché mondial. Déjà affectée par l'indifférence et l'invisibilisation de nos connaissances, l'Afrique, comme tout le Sud global, doit résolument contrer les mécanismes d'aliénation qui sont ceux qui existent et évidemment, ces nouveaux phénomènes risquent de les amplifier. Donc, aujourd'hui, on assiste de façon décomplexée à un retour du racisme, même un racisme aux accents pseudo-scientifiques. On voit aussi cette société de la connaissance qui, de plus en plus, voit une riposte parfois populaire, une riposte culturaliste, parfois religieuse, qui brouille les catégories comme la démocratie, les droits humains, la politique, le féminisme, le pouvoir, la sécularité. Et donc tout cela nous amène à devoir non seulement revisiter la pertinence de l'œuvre de Cheikh Anta Diop au regard de la resurgence de ce racisme scientifique, de l'obscurantisme et du culturalisme, et de voir comment nous pouvons redynamiser l'Afrique et son système éducatif et politique. Ses disciples l'avaient déjà compris en voyant que son œuvre convie l'humanité à regarder en face son véritable passé, à assumer sa mémoire afin de rompre avec les génocides, avec le racisme, pour sortir enfin de la barbarie et entrer définitivement dans la civilisation. Je crois que c'est important que les jeunes lisent Cheikh Anta, mais aussi lisent les interprètes. Donc il y en a plusieurs, les numéros de Ankh, les numéros de Pathé Diagne qui synthétisent l'essentiel, l'assemblage synthétique que Khadim Ndiaye a fait, ou la recension thématique de Yoporeka Somé, ou l'analyse de Do Nascimento sur la pensée politique de Cheikh Anta Diop. Mais en tout cas, lisez deux ouvrages essentiels
celui de son disciple et collègue, notre estimé Théophile Obenga, et surtout celui que lui consacre son fils Chembake Diop, qui ramasse de façon magistrale la quintessence de ce qu'il faut retenir sur lui. Pour ma part, je souhaite attirer l'attention sur son combat pour la connaissance directe et le panafricanisme, en le mettant en rapport avec les modifications en cours dans le système monde. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une perte d'hégémonie de l'Occident et du capitalisme, et son raidissement militariste et l'insidieuse résurgence de l'eugénisme et des relents fascistes à travers le monde dit développé, y compris dans certaines de ses portions dépendantes. Récemment, l'Angleterre se tardait de ne recevoir pour ses études supérieures une élite issue d'un petit nombre d'universités, excluant celle des pays d'Afrique ou des espaces sous-développés. C'est cette même Angleterre où on fabriqua un faux pour prétendre à une origine européenne des premiers Anglais et qui découvre récemment avec stupéfaction que son ancêtre est un négroïde. On l'a affubé du nom de Shadow Man, il est daté par ADN à 10 000 ans et il aurait les yeux récessifs clairs. Voici la reconstitution. Qui est ce membre? En réalité, en fait, à l'époque de Cheikh Anta, déjà avec les statuettes stéatopyges, sans l'ADN, Cheikh Anta avait remarqué, comme bien d'autres, que les statuettes stéatopyges des femmes africaines aux fesses proéminentes étaient partout, à Wurm, à Grimaldi, à Monaco, etc. On savait qu'elles avaient peuplé. Ça ne veut pas dire que c'était le même artiste, ça voulait tout simplement dire que c'était des populations africaines qui y habitaient. Et en fait, elles ont été dépeuplées, ces populations africaines, par les poussées locodermes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette resurgence du racisme, il existe dans un moment où certaines classes populaires ou ignorantes peuvent l'avoir, mais elles diffèrent de ceux qui savent pertinemment que la race n'existe pas, que la race humaine seule existe. Et donc, nous sommes dans une ère où, on l'a vu durant la pandémie, l'ordre du monde ne nous considère pas. On l'a vu dans la pandémie, lorsqu'il y a eu la question des vaccins. C'est 2 poids, 2 mesures. On le voit aussi dans la crise avec la Russie et l'Ukraine versus ce qui se passe au Congo. Donc, notre statut d'être humain dans ce système monde, jusqu'à présent, n'a toujours pas été reconnu dans sa dignité fondamentale. Et nous y participons parce que nous avons subi le rouleau compresseur de à peu près 4 à 5 siècles d'oppression et nous sortons en fait avec beaucoup de séquelles. Donc ce racisme qui persiste sociologiquement et psychologiquement, il existe parce qu'il y a des complexes d'infériorité et des complexes de supériorité qui sont là et qu'il faut comprendre. Alors, ce que je vais essayer de faire, et malheureusement, nous n'aurons pas beaucoup de temps, parce que dans cet ouvrage, ce qu'on essaie de montrer, c'est 4 dimensions, il y en a d'autres, mais 4 dimensions qui sont essentielles. La première, c'est de comprendre quel est le système monde dans lequel nous sommes, qu'est-ce qui le caractérise, depuis quand est-ce qu'il existe et comment il fonctionne. Si on ne comprend pas le monde dans lequel on est inséré, en fait, on ne comprend pas, parce qu'on subit ce monde. Donc, il faut comprendre la réalité du système monde. Le deuxième, c'est que dans la crise du capitalisme, la réponse du capitalisme a été, depuis 40 ans, et en accélération, la financiarisation. Et ça a donné ce que je vais appeler un supra-impérialisme. Et 2 autres options sur lesquelles j'aimerais m'étendre, c'est-à-dire un trans-internationalisme, qui est la réponse que le Sud global peut amener en termes de riposte à la crise du capitalisme actuel, et finalement le panafricentrage. Et si c'est possible, je vais essayer d'insérer en fait les avancées qui viennent corroborer après la disparition de Cheikh Anta Diop, les trouvailles en égyptologie et en anthropologie physique. Mais au début, d'abord, c'est quoi le système monde? Comment le système monde fonctionne? Bon, un système, c'est quelque chose qui a la capacité de reproduire, de refaire l'identique malgré les changements autour de lui. Alors, ce système monde, il y a des grilles. Il y a une grille dans nos disciplines, en économie ou en sciences politiques. Il y a des grilles qu'on appelle des grilles système monde. Donc, les grands auteurs, c'est Wallerstein, Brodel, Samir Amin, Arrighi, etc. Donc, c'est des gens qui ont théorisé le monde tel que vous le voyez aujourd'hui. Alors, la question, c'est depuis quand il commence? Alors, quand on fait une critique de l'eurocentrisme, le monde tel qu'il est décrit, c'est un monde occidental, c'est-à-dire qu'il n'existerait qu'à partir du moment où la colonialité et le capitalisme commencent. Il y a une autre façon de poser le problème qui est de le regarder dans la durée, en disant, mais après tout, le processus de mondialisation, on peut le voir différemment. Et j'appartiens un peu à cette école, tout en ayant évidemment un pied dans l'école qui voit dans le système monde du capitalisme l'essentiel du mode de production. Alors, la chose qui est évidente, c'est qu'aujourd'hui, la présence humaine, c'est-à-dire l'empreinte humaine, ce qu'on appelle l'anthropocène, le mode de production et de consommation, a affecté la planète au point qu'on parle d'une nouvelle ère qu'on appelle l'anthropocène,
Donc l'empreinte que l'être humain pose sur, par le climat, par les changements que nous provoquons. Mais la dynamique de cet anthropocène, c'est en fait le capitalocène. C'est-à-dire que c'est le capitalisme en fait qui est principalement responsable de cette érosion. Et là, avec l'arrivée de Trump, la sortie de l'accord de Paris, si on dépasse le 1,5 degré de hausse de température, c'est la catastrophe pour des pays comme les nôtres. Donc, même les gens qui n'étaient pas conscients de l'ampleur d'un développement écologique qui n'est pas à la portée de ce que les générations à venir doivent affronter, doivent prendre conscience de l'urgence. Donc, il faut comprendre ce qui se passe d'abord au niveau macro, au niveau du système monde. L'arrivée de Trump et des plutocrates, donc les plutocrates, c'est en fait les plus riches qui dirigeraient, ne sont évidemment pas rassurants. Et vous savez, on l'a vu avec la crise du Covid, comment nous avons été vulnérables avec ces histoires de vaccins. Alors, dans cette physionomie du système monde, on a une accumulation. L'accumulation, elle est de plus en plus par la dépossession, par la financiarisation, par la destruction et le contrôle technologique. Et si la tendance se maintient vers la barbarie et l'anomie. Ce n'est pas pour faire dans le catastrophisme, mais si on dort au gaz, en fait, on ne comprend pas que le monde veut l'Afrique sans les Africains. C'est l'Afrique des ressources, l'Afrique utile. Une portion d'entre nous profite de cela, avec la réflexion des codes miniers, avec les arrangements Comprador, mais la multitude, elle vit dans un système informel, d'accord, parce que l'État, pratiquement partout, n'est plus capable d'être un État social. Alors, ce système monde, très rapidement, on peut le voir de façon différente. Moi, je suis de ceux qui pensent que la mondialisation, c'est le processus par lequel le feu se diffuse, l'être humain circule, on apprend dans les formes de sédentarisation, dans les formes d'agriculture, on emprunte, on plagie, etc. Il y a donc des sociétés qui s'ignorent, qui sont en contact par des gens qui les mettent en contact, mais les deux sociétés s'ignorent. Donc pendant la nuit des temps, il y a des processus qui transforment par le nomadisme et la sédentarité. À mesure que l'être humain se sophistique, on peut dire que cette transhumance, elle va évidemment occasionner la première des grandes ruptures, c'est-à-dire la perte de liberté. Donc l'asservissement, l'esclavage, c'est un phénomène qui ne date pas de la Slavonie. C'est le fait que la pratique barbare, à partir du moment où on peut faire le travail par autrui, l'asservissement devient un mécanisme. Donc ce n'est pas dans la traite négrière que l'asservissement a commencé. Il a commencé probablement très tôt dans l'histoire de l'humanité, mais pas comme mode de production esclavagiste. Et donc c'est très important de comprendre anthropologiquement comment la violence de l'appropriation, qui est un phénomène universel, se fait, et comment des sociétés vont s'en distancer en créant des attitudes de plus en plus humaines du vivre ensemble. Et l'Afrique, en fait, va très tôt développer des attitudes de communauté et des conceptions très différentes des modèles orientaux et occidentaux. Notamment, par exemple, je donne un exemple simple, sur le fait que la terre est indivise, que la terre appartient à tout le monde, que l'eau appartient à tout le monde. D'accord, ça c'est quelque chose de fondamental parce que c'est justement un des indices qui montre que nous n'allons pas participer à la transition vers le capitalisme. Puisque dans les autres sociétés, qui ont connu aussi des modèles tributaires et culturalistes, pourtant, vers l'Europe, avec d'autres acceptions mentales, on va aller vers cela. Donc, à partir du moment où il y a l'asservissement de l'individu comme esclave, et non pas comme captif de guerre, à partir du moment où la femme rentre dans un système, et c'est pour ça que Cheikh Anta étudie les structures élémentaires de la parenté et critique évidemment les grilles de Lévi-Strauss, etc. etc. C'est pour ça le dialogue qu'on avait aujourd'hui, ce n'est pas tant la question du féminisme, c'est de comprendre quelle est la place de la femme. Dans une Europe qui faisait l'enterrement des Sabines, parce que lorsque les filles étaient trop nombreuses et qu'il fallait fuir, on tuait les filles, on les abandonnait, parce que c'était des sociétés aryennes patriarcales. Donc c'est important de comprendre un peu comment les connaissances dans l'Antiquité se sont véhiculées et reconnaître avec l'humilité que ce n'est pas parce que c'est antique qu'on est meilleur. Aujourd'hui, s'il y aurait un cataclysme, la plupart d'entre nous dans ces salles ne sont pas capables de faire du feu avec 2 cailloux. D'accord? La plupart d'entre nous savent peut-être utiliser un micro-ondes, mais ne peuvent pas expliquer comment ça marche. Et a fortiori de fabriquer un micro-ondes. Donc en réalité, très souvent, nous utilisons les échelles de connaissances qui sont faites par d'autres personnes, mais en réalité, ces choses-là qu'on considère acquises pour l'humanité, elles sont constamment à refaire. Et c'est pour ça qu'il faut instruire les gens très tôt par les aptitudes. Et donc, en matière d'influence, de produits, d'idées, de techniques,
Déjà, entre 5000 ans jusqu'à 2000 ans de notre ère, l'Afrique a participé au système monde par l'Égypte, par la Nubie, par Carthage, par le Zimbabwe. Et dans la phase kémitique sur laquelle j'espère je pourrai revenir, on peut montrer effectivement ces apports. John Coleman Darnell a trouvé sur une façade de calcaire ce qui semble être l'un des premiers alphabets connus et son déchiffrage est encore en cours. On aurait retrouvé dans le sud du Congo des écritures proto-hébraïques Ktavivri, parce qu'en fait, ces premiers juifs-là, c'était même des noirs. Ce n'étaient pas des juifs sémites ou ashkénazes ou séfarades. On reviendra à ça si vous voulez bien. Et donc, si l'écriture et le papyrus restent les grandes empreintes d'une civilisation, donc comme aujourd'hui ça portait sur le langage, mais le langage c'est aussi le langage écrit, et dans les textes, on a saisi les connaissances. Et donc on a des papyrus qui sont là, n'eût été l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, on aurait eu beaucoup plus, mais avec le papyrus Rind, Moscou, Heber, Smith, on a déjà un aperçu de l'éventail des connaissances. Je disais en me moquant aux jeunes qui font maths sup ici que voilà, les jeunes à l'âge de 7-10 ans, on leur demandait le calcul du volume d'un œuf en Égypte ancienne, ce que la plupart de nos gars ne pourraient pas faire aujourd'hui. Donc en réalité, il y avait des connaissances très poussées. Et donc, il a été démontré que ce qui est considéré comme le phare des sciences et de la philosophie, en fait, n'était pas la Grèce, mais véritablement l'Égypte ancienne, kémitique. Et les théorisations, Diop a eu à le montrer. Il a montré les calculs comme la surface du cercle, du triangle, les prétendus théorèmes de Pythagore, l'Aha, qui était donc l'algèbre, les nombres d'or, les équations du premier et du second degré, etc. L'extraordinaire capacité de connaître l'étoile Sirius, 1461 ans, et surtout l'influence de sa... dans la trajectoire elliptique de cette étoile, d'une naine blanche qui n'est pas observable à l'œil nu, et d'en faire une déduction. Bon, les peuples dogons l'ont aussi connu, mais ce qui est fascinant, c'est que c'était la base du calendrier sidéral égyptien. C'était une concomitance parce que lorsque le Nil se répandait sur les berges, c'était en même temps le moment du lever héliaque de cette étoile Sirius. Vous pouvez l'observer le soir. Actuellement, il y a une conjonction d'astres. C'est une étoile très brillante dans notre firmament. C'est dans Canis Major ici. Donc en fait, ces Égyptiens qui connaissaient ces choses-là avaient effectivement développé une manufacture forte. Ils avaient de façon industrieuse développé un savoir en manufacture, mais aussi en architecture, des techniques de bétonisation, peut-être même de liquéfaction des roches. Et ils étaient dans un espace qu'on considérait l'espace de la Maat. Et c'est important de recomprendre cette Maat. C'est une déesse africaine de la justice, de l'intégrité, et qui imposait aux dirigeants, au vivre ensemble, un code. Et ce code, il a permis la stabilité de l'Égypte sur pratiquement 3000 ans. Bien sûr, dans leur système religieux, il va y avoir des ruptures. Et l'une des premières ruptures est apportée par ce pharaon qui est Akhenaton, qui quitte Thèbes. Il va aménager dans une nouvelle capitale, à Tel Amarna. C'est dans ce coin-là d'ailleurs que ma mère est née, dans la ville de Minya. Et on a à peu près récemment, ça c'est après le décès de Cher, retrouvé un corps qui, en tout cas des restes, qui semblent s'apparenter au sien, des fragments d'os crânien d'une mobile très abîmée qu'on avait déjà découvert et qu'on a redaté, et qui serait Amenophis IV, Amenhotep IV. Alors, donc ça c'est le père de Toutankhamon, Toutankhaton, le mari de Néfertiti, que les Juifs, qu'on appelle de la tourbe, hein, les peuples de la tourbe, considérés comme en fait leurs dieux, les Apirou et les Yahoud. Et ça, c'est des Juifs noirs. Ils l'ont appelé Ibrahim, ça veut dire le cœur de Ra est en lui. Donc c'est le début du monothéisme. Donc la formulation, un peu comme je l'expliquais, de l'explication de Dieu par des êtres humains en disant il y a un Dieu unique, créateur de l'ordre du monde, et il faut lui obéir. Évidemment, il y avait comme un panthéon de Dieu, c'est un pharaon hérétique, il ne va pas perdurer, et les Juifs vont garder pour eux cette religion, et en fait, d'une certaine façon, pervertir l'histoire. C'est pour ça que c'est important de réécrire l'histoire. Dans leur histoire telle qu'elle est écrite, on les aura mis en esclavage, ils ont bâti les pyramides, etc. Aujourd'hui, on sait que c'est des Égyptiens, comme vous et moi, qui ont construit les pyramides. Ils étaient parfois travailleurs, ils pouvaient gravir les échelons, devenir contremaîtres, devenir architectes, etc. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Et évidemment, on n'a pas le temps de rentrer, mais c'est très important parce que dans une ère où il y a des dénis,
la reconstitution des savoirs existants impose non seulement des réécritures, mais la compréhension. Par exemple, la médecine africaine, c'était une médecine vitaliste parce que nous avions une conception vitaliste du monde. D'accord? Si vous perdez cette médecine vitaliste, et c'était probablement à cause de l'erreur de Pasteur qui avait en fait à la recherche des corpuscules, à ce qu'on appellera plus tard les microbes, la médecine vitaliste est sortie. Mais cette médecine vitaliste était typiquement africaine. D'accord? Et c'était ce que Hippocrate a appris lorsqu'il est allé en Égypte. Il a été pris en flagrant délit de plagiat puisqu'il avait repris le diagnostic de la femme stérile à partir de la gousse d'ail. On introduisait dans le vagin des femmes une gousse d'ail et sur les glaires, on pouvait voir si les hormones permettaient ou non la stérilité ou pas de ces femmes. Toujours est-il, quelle que soit la véracité de cette technique, ce qui est important, c'était qu'à cette époque, les Égyptiens ne connaissaient pas l'ail, les Grecs ne connaissaient pas l'ail plutôt, les Égyptiens si, et ça a amené en fait Van der Eyck de comparer les autres tables. Et en comparant les autres tables, on a vu que Hippocrate n'avait fait que traduire des tables qui existaient déjà plus de 1200 ans avant lui. Donc, Cheikh Anta Diop rappelle que l'État ne s'est pas pour autant immiscé dans la vie des gens. C'était un État avec une culture patriotique. Les gens avaient une culture patriotique. Et il dit, on sait que, je le cite, on sait que la structure de la vallée du Nil a exigé de la population, dès l'installation de celle-ci, des entreprises et une activité générale commune de tous les noms et de toutes les villes pour faire face à des phénomènes naturels tels que les crues du fleuve. L'obligation de briser le cadre étroit, isolateur de la famille primitive, c'est-à-dire le clan, la nécessité d'un pouvoir central fort, transcendant les individus et coordonnant le travail, l'unification administrative et culturelle, la notion d'État et de nation, tout cela a été impliqué dans les conditions matérielles d'existence. C'est ça qu'il faut étudier, c'est les conditions matérielles d'existence, c'est ça qui vous explique comment votre esprit en fait va évoluer. Ainsi, les clans primitifs fusionnèrent très tôt pour n'être que des divisions administratives, ce qu'on appelle les normes, et l'État apparut avec son appareil de gouvernement perfectionné jusque dans ses moindres détails, sans que l'on puisse saisir, fût-ce à travers la légende, l'existence intérieure d'une vie nomade. Et ceci est valable pour l'Égypte, l'Éthiopie et le reste de l'Afrique. Le sentiment patriotique est avant tout un sentiment de fierté nationale. L'individu est subordonné à la collectivité, car c'est du bien public que dépend le bien individuel. Donc le droit privé est subordonné au droit public. Ce qui ne veut pas dire que l'individu est une quantité négligeable et que les civilisations méridionales, par opposition aux nordiques, font très peu cas des unités humaines, de la personne humaine. Cette citation est très importante parce qu'elle montre en fait que l'État est non seulement constitué, mais il y a une vie civique, il y a une organisation administrative et il y a une compréhension par les citoyens de cette hiérarchie, bien sûr inégalitaire, mais qui permettait de créer cette grande civilisation. Donc, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a, dans cette période-là, l'Afrique participe à la mondialisation de cette époque-là. Et donc, quand on fait les périodisations, non seulement il faut regarder le processus d'hominisation, les phases du néolithique et la construction ensuite des périodes antiques, il y a une sorte de généalogie qui permet de voir que ces premières mondialisations véritablement vont contribuer à travers les emprunts, donc la Grèce, à travers les autres apports qui vont être Rome, à la construction, bien qu'on efface les traces de l'origine, de ce qu'est le monde d'aujourd'hui. L'Afrique, dans les périodisations des siècles historiques, a été jusqu'à présent relativement sous-analysée. On regarde la civilisation égyptienne, mais il faut regarder la haute vallée du Nil, Kouch, il faut regarder Carthage, il faut regarder Aksum, qui dès le IIIe siècle frappe monnaie et fait rayonner le christianisme dans la Corne de l'Afrique. Il faut regarder l'empire du Ghana, qui a la taille de l'Europe et qui atteint des hauts degrés de sophistication. Ghana marchande avec la Méditerranée et l'Asie. Il y a de la soie dans les cours de Ghana. Et il y a cet or, et cet or, évidemment, les Almoravides qui finalement pillent Ghana. Et cette suprématie leur permet de mieux occuper l'Afrique du Nord, le sud européen et le pouvoir musulman dans les espaces rafzédites de Delhi ou mongol. Là, vous avez un empire immense qui va de Bagdad à Cordoue et qui introduit en Europe les éléments fondamentaux de la révolution qui va être la révolution industrielle, tous les éléments qui construisent en fait le capitalisme. Donc les chiffres, donc les chiffres arabes, la brique, le filage, le tissage, les moulins, l'algèbre, la poudre à canon, les caravelles,
à 3 mâts, le gouvernail axial des tambours, en fait, tous les éléments qui vont permettre à l'Espagne et le Portugal d'aller, entre guillemets, à la découverte du monde. Donc, ces périodisations doivent prendre en compte tous les apports qui ne sont pas eurocentriques dans l'édification du système. De la même façon, ici, après l'Empire du Mali, qui survient après l'éclatement du Ghana et l'islamisation, on a plusieurs espaces sur lesquels on peut même regarder des liens avec les Olmecs dans les Amériques, notamment sous Aboubakri II, qui aurait participé dans cette expédition avec une flottille de 200 bateaux. Autour de 1311, il serait parti à partir de cette zone ici vers les Amériques avec des grandes pirogues, avec du goudron du Tchad, et une des embarcations serait même revenue chargée de victuailles et de produits agricoles de là-bas. Il n'est jamais revenu sur le continent et certains considèrent que les Olmecs sont en fait une des civilisations qui a été en cohabitation avec ces négroïdes, puisque justement, lorsque les Portugais arrivent, ils voient des populations noires dans les Amériques. Vous le verrez dans l'ouvrage de Ivan Sertima que Bouba a bien connu. Mais aussi parler du Monomotapa avec l'énigme de ces grandes murailles dès le XIIe siècle dans le Grand Zimbabwe, ou un autre endroit qui est relativement méconnu des Africains et même des restes du monde, les murs et douves de Bénin à Edo sur 6500 km², sur 160 km de long, qui seront détruites. Ça, c'est 4 fois plus grand que la muraille de Chine. Et donc, vous avez ici une reconstitution en images. Et donc, bref, pour expliquer que si on fait les périodisations du système monde, il faut qu'on revoie les conceptions telles qu'on nous les a imposées. Et donc, en matière d'influence, d'échange, de produits, d'idées, de techniques, de connaissances, il y a 5000 ans jusqu'à 2000 ans de notre ère, l'Afrique a participé au système monde ancien. Et il y a bien sûr une anamnèse qui s'est amorcée. Mais notre conception du monde, notre conception individu du sol, le commensal, le communalisme, notre optimisme, le fait que nous n'avons pas cette angoisse existentielle du lendemain, va contribuer à comment nous allons être en rapport avec les autres, par xénophilie, par ouverture, etc. Et comme le précise Castoriadis, chaque société pose une vue d'elle-même qui est en même temps une vue du monde, y compris des autres sociétés dont elle peut avoir une connaissance. J'ai voulu dans ce travail montrer aussi d'autres sociétés qui s'ignoraient, comme la Chine, nous n'avons pas le temps de regarder, mais il y a eu des influences, mais qui vont amener certains penseurs à parler donc d'une théorie du système monde sur la longue durée. Alors, dans les grilles néo-marxistes, Samir Amin et d'autres considèrent en réalité que ces passages ne sont pas conformes à la réalité du système monde actuel, que le système monde actuel peut être daté. Il a à peu près 5 à 6 siècles. Bien sûr, les phases initiales qui avaient été vues, c'est-à-dire communisme primitif, esclavage, féodalité, capitalisme, et socialisme ou communisme, qui est un peu le système déterministe que le marxisme a imposé, est questionné par Samir Amin qui dit qu'il y a eu des sociétés tributaires qui étaient très avancées de par le monde, la Chine, les villes italiennes, le Proche-Orient, qui s'acheminaient vers une trajectoire sur laquelle les modèles européens vont les dévancer par l'accumulation primitive, le développement inégal et la polarisation. Au point que va se mondialiser la loi de la valeur, l'aliénation marchande et aujourd'hui, en jeu de mots, le monéthéisme, donc le culte de la monnaie. Alors, pour que ça advienne, il a fallu une appropriation du monde par le dispositif occidental. Et ça va se faire de façon légale, entre guillemets, de façon religieuse, puisque le pape va confier à la Romanus Pontifex, Aeternis Regis et la bulle Intercetera, 1493, révisée en 1494, le droit divin de domination et de phagocytose de l'Amérique et de l'Afrique. Donc l'Afrique va appartenir aux Portugais et plus tard les Portugais vont se plaindre en disant que l'Amérique c'est trop grand et le pape va leur donner le Brésil. C'est pour ça qu'on parle portugais au Brésil. Donc ce système monde s'impose et avec lui évidemment notre déchéance qui commence par le fait que nous commençons à prendre les épistémés qu'on croit supérieurs et nous les adoptons par syncrétisme, parce que l'Africain reste fondamentalement animiste, et nous commençons à l'emprunter. Donc dans les travaux de Nisser Sarr tout à l'heure, vous avez eu un aperçu de comment nous sommes arrimés dans ce culte des ancêtres, de cette compréhension de nos africanités qui, hélas, s'érode aujourd'hui.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'on s'approche en fait de la modernité. Et cette modernité, liberté, égalité, fraternité, elle est ouverte par le fait que le système tributaire commence à s'étioler. Donc les systèmes nobiliaires aristocratiques commencent à s'effondrer, alors que les bourgeoisies commencent à émerger. Et donc, ces modernités arrivent, et dans ce choc, évidemment, ce qui se passe, c'est l'agentivité humaine. Donc, on se libère petit à petit de Dieu, et si l'humain se libère de Dieu, sans pour autant perdre de la foi, il va falloir qu'il régente les lois humaines par un nouvel ordre. Et cet ordre, c'est un ordre inégalitaire, avec une hiérarchie sur la propriété privée, l'accumulation, des transactions, et ça va se faire dans des villes vecteurs du capitalisme européen, comme en tout cas le monde des auteurs comme Braudel, donc c'est Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, et plus tard Londres. Donc entre les années 1300 et le XVIe siècle, le capitalisme que vous avez aujourd'hui, sans sa forme monopoliste, s'est mis sur place. Et donc, les prémices du droit, de la démocratie, la sécularisation, la science et le rapport à la nature se raffinent dans ce mouvement d'émancipation. Dans ce mouvement d'émancipation, il va y avoir évidemment des résistances. Donc les Africains qui sont déportés vont lutter sous la forme des Marrons, sous la forme de la révolte de Haïti, la première République noire, mais ça ne va pas repousser malheureusement la modernité dans une acception plus humaniste. Elle va être encore confisquée par les bourgeoisies naissantes. Donc on peut dire que la progression du mode de production capitaliste depuis près de 500 ans continue de s'épancher. La première phase, 1550 à 1750, qui est vraiment la plus brutale, et ensuite, qui est essentielle à l'accumulation primitive, et une deuxième phase, qui pour moi est la plus importante, qui est autour de 1750. Et c'est pour ça que je plaide pour une révision de ce système-monde, parce qu'autour de 1750 arrive un terme de conceptualisation intéressante qui suit l'évolution, qui est Entwicklung, qui est le mot développement. Et au début, c'était le développement urbain, le développement va commencer à connaître une inflation sémantique et d'être pratiquement dans toutes les sphères, au point de devenir lui-même une discipline. Ça va prendre évidemment du temps, mais c'est fantastique de voir comment ce mot va être non seulement au cœur du capitalisme, mais va participer de la colonialité. Alors, j'appelle Mégalo ensemble, en fait, un système où le cheval de Troie va être le développement, qui va s'étendre dans un espace de plus en plus territorialisant, qui va être présenté comme une société mondiale, et qui va créer une universalité transhistorique, le droit international, et l'idée du progrès. Et comme j'ai dit, cette idée du progrès, même si elle a été bousculée par les révoltes haïtiennes, ne va malheureusement pas accoucher de la libération totale. Elle va être confisquée par les couches bourgeoises. Et cette colonialité, par contre, qu'avait bien compris Antenor Firmin dans ses travaux, elle a été reprise par Aníbal Quijano, et qui voit que la centralité de cette colonialité, c'est la question de la race. Sur la notion de race, c'est fondé, dit-il, l'eurocentrage du pouvoir mondial capitaliste et la distribution mondiale du travail et des échanges qui en découlent. Autrement dit, la colonialité s'est constituée dans la matrice de ce pouvoir capitaliste colonial moderne et eurocentré. Sur la colonialité du pouvoir et la matrice coloniale moderne, s'est avérée plus durable et plus enracinée que le colonialisme. C'est-à-dire que même lorsque le colonialisme s'effondre, la colonialité perdure. Et c'est ce qui fait que nous continuons à être aliénés, en fait, et qu'il faut se défaire de cette aliénation. Et donc, le développement lui-même, nous y avons cru comme tous les autres, parce que c'était une croyance occidentale. C'était aussi simple que ça. C'était une croyance basée évidemment sur des mécanismes d'économétrie, la croissance, mais il n'est pas tort de dire que cette croyance, au début, était neutre, parce qu'on ne connaissait pas l'ampleur de ce que ça supposait. Et donc, l'assemblage complexe d'États et parfois de nations, des milieux d'affaires, et très rarement des peuples, qui sont retrouvés dans cette interdépendance, a permis à ce mégalo-ensemble de lubrifier même ce qui était rétif, ce qu'ils ne voulaient pas, pour confectionner un ordre international en cooptant les espaces transnationaux. Partout, le mégalo-ensemble va réquisitionner les aptitudes humaines. Tous les moyens sont mis à sa disposition pour assurer la régulation globale. Et bien sûr, il y a une grande hétérogénéité des sociétés humaines, mais
ça devient un système. Et comme le dit Morin, la première et fondamentale complexité du système, c'est d'associer en lui l'idée d'unité d'une part, de diversité ou de multiplicité de l'autre, qui en principe se repousse et s'exclut. Donc quelque chose qui est capable de se reproduire, d'accord, malgré que l'environnement change. Et beaucoup d'auteurs, d'après moi, ont été induits en erreur en essayant de comprendre cela et en croyant que ça, c'était le système-monde. En fait, ce n'était pas le système-monde, c'était le mégalo-ensemble. Par exemple, Wallerstein décrit le système-monde comme un système social qui a ses frontières, ses structures, ses composantes humaines, certaines règles qui le légitiment à une certaine cohérence. Et la vie d'un tel système est faite de forces conflictuelles qui, par leur tension, assurent la cohésion tout en le déchirant, parce que chaque groupe, éternellement, cherche à refondre l'ensemble en fonction de ses intérêts. D'autres auteurs aussi ont été plus ou moins induits en erreur par ça, notamment Had et Negri avec leur idée d'empire. Pour eux, l'empire serait une sorte de république universelle en architecture de réseau, des structures politiques qui n'ont plus les physionomies des impérialismes d'antan, mais une sorte d'empire qui se consoliderait par ses propres structures du pouvoir. Depuis 20 ans que ce livre est sorti, il présidait que ce serait peut-être même la fin de l'impérialisme, ce n'est pas ce qu'on a vu. Les arrangements commerciaux du libre-échange, au contraire, se sont accrus, les conflits se sont accrus, et la perte d'hégémonie des centres, donc les pays capitalistes avancés, face à la Chine, la Russie, l'Iran et l'Inde, et la poursuite des guerres impérialistes montrent qu'en fait, qu'ils s'étaient en fait plus ou moins trompés. Donc, ce que moi je pense, c'est qu'il y a effectivement quelque chose, maintenant, moi je l'appelle mégalo-ensemble, qui est une sorte de sous-système qui nous aliène, une économie mondialisée, susceptible d'intégrer l'hétérogénéité des systèmes politiques dans un grand effet d'attracteur, comme s'il les attirait. Et donc, ça attire des périphéries vers les centres. Et quand vous ne pouvez pas vous ajuster, on vous ajuste. C'est ça les ajustements structurels. On vous intègre, on vous oblige à faire tomber l'État, à le rendre le plus petit possible. On libéralise et vous devez vous ajuster alors que le système plus grand devrait vous ajuster à vous. C'est aussi la question de la globalisation de l'État-nation. Pour l'Afrique, c'est une catastrophe parce que déjà à l'époque de Cheikh Anta Diop, si on était allé vers la fédération, on ne serait pas dans cet effet de cristallisation. Or, on est allé dans des espaces qui n'étaient même pas les espaces naturels de nos frontières naturelles et cette territorialité transfrontalière a amené des variantes de démocratie hybride et l'institutionnalisation et créé une hégémonie dans un système qui malheureusement n'était pas conçu pour nous. Mais ça fait partie de la façon par laquelle nous avons été mis. Et surtout le marché. Alors Polanyi a montré que le marché, c'est quelque chose qui existe dans plusieurs sociétés. Il y a des sociétés qui avaient des marchés un jour par semaine, d'autres qui l'avaient de façon pérenne, permanente. Mais elles étaient une portion de la société. Plus le capitalisme avance, plus ce marché grandit au point qu'il n'est plus un espace de la société. C'est la société elle-même qui est dans le marché. Ça veut dire que tout est marchandisé ou tout est marchandisable. Et ce marché qui se dit autorégulé, il se superpose sur des réalités similaires en les écartelant. Et Amin rappelle qu'il y a une confusion entretenue dans le discours dominant entre le concept d'économie de marché et celui de capitalisme. Le marché, il fait référence par nature à la concurrence, n'est pas le capitalisme, dont le contenu est défini par les limites à la concurrence que le monopole de la propriété privée, y compris oligopolistique, implique. Le marché et le capitalisme constituent deux concepts distincts. Le capitalisme réellement existant est le contraire même de ce qu'est le marché imaginaire. Par ailleurs, le capitalisme envisagé abstraitement comme mode de production, il est fondé sur un marché intégré dans ces trois dimensions. Le marché des produits du travail social, le marché des capitaux, le marché du travail. Et le marché du travail, c'est-à-dire la circulation des travailleurs, elle est coincée, c'est-à-dire on limite les travailleurs. C'est pour ça que les jeunes essaient de passer, parce qu'en fait, on met des visas, on met des frontières, on construit des murs, mais on laisse la circulation du capital et on laisse la circulation des marchandises. Donc, la constitution d'un véritable marché mondial, lui, il serait différent, il changerait les frontières politiques de l'État. Une autre transformation que le mégalo-ensemble impose, c'est les superstructures de gouvernementalité qui ont été introduites dans nos sociétés. Donc, voilà, vous avez des Africains avec des perruques occidentales dans les parlements, où nous sommes dans le décorum de l'Assemblée avec celui de la France, et qui sont reproduits dans tous les échelons de décision et d'exécution, alors qu'on a oublié nos propres modes de régulation. Comment nous gérions nos États, comment le roi ou les princes ou nos systèmes, même s'ils étaient inégalitaires, fonctionnaient avec nos propres modes de régulation. Donc nous avons adopté les superstructures de gouvernementalité. Et bien sûr, comme aliénation culturelle et techniciste, on m'a parlé de la langue, une prédiction
prédilection individualiste sur cette société de savoir, la culture moderniste, cosmopolite occidentalisée, aujourd'hui la culture cybernétique, vous voyez, on est tous chacun sur son téléphone, nous sommes tous devenus des consommateurs et on renonce à l'intérêt général et à l'horizon du futur pour entretenir un sentiment d'urgence, savourer l'otium, donc le vivre rapide de la petite société d'abondance, qui est vraiment éphémère, et évidemment rester le plus jeune possible longtemps. Et donc c'est ce mégalo-ensemble qui a été construit au départ par des mâles locodermes blancs, un groupe social de plus en plus international qui va s'approprier des masses consentantes et aspirantes et qui va culminer de la mégalopole comme New York, comme Shanghai aujourd'hui, sous la forme de l'hypertrophie, et tout le monde veut devenir ce modèle-là. Donc c'est très important de comprendre la prétention universelle et planétaire du mégalo-ensemble, qui est dopé par l'économie, par ses moyens organisationnels, le langage, la communication, les dispositions culturelles et symboliques, et en fait la capacité de se présenter comme une société internationale qui s'affuble du monde libre en se prétendant mondial. Et cette société internationale est articulée sur un coercitif bouclier stratégique, c'est l'OTAN, qui était en opposition avec le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie a disparu, on a le protocole de Shanghai. Et donc, ce sont ces deux forces-là qui aujourd'hui s'opposent au péril de nos propres vies et pour le contrôle de la planète et qui fonctionnent sur des modèles de polarisation. Donc, en gros ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un développementalisme qui va être ingéré, reproduit ad nauseam partout et maintenir, malgré les diversités des systèmes, une expansion, une forme d'autorégulation des nations. Alors, au point que, dans son accélération, il n'y a pas si longtemps, il y en a qui ont décrété la fin de l'histoire, en disant, ça y est, bon, c'est un peu l'image satirique, on est arrivé à la fin de l'histoire, le temps est fini, on ne pourra plus rien voir, donc c'est les Fukuyama et autre chose. Ils avaient évidemment tort, l'histoire n'est non seulement pas simplement écrite par les vainqueurs, mais l'histoire, elle est écrite par les humains, et tant que les humains sont là, elle sera écrite. Et nous devons écrire notre propre histoire. Et donc, cette conception eurocentrique du monde, d'ailleurs, vous la voyez dans les cartes. Quand vous regardez la plupart des cartes qu'on a dans le monde, jusqu'aujourd'hui, elles ne sont pas corrigées. Elles sont exactement les cartes qu'il y avait au XIIIe siècle. La carte de Mercator que vous voyez, de Gérard Kremer. On a repoussé l'équateur à la ligne inférieure. Vous regardez dans les atlas, les livres des enfants. Jusqu'à présent, c'est cette carte que vous voyez. L'Afrique, les Africains ne protestent même pas. Ils ne protestent même pas quand ils voient cette carte. Mais cette carte, elle est complètement fausse. En 1974, une autre carte est apparue, la carte de Peters, qui devrait être enseignée dans tous les ouvrages. Ben, la voilà. L'Europe que vous voyez là, dans l'autre carte, mais elle n'a même pas la taille du Soudan. Voilà, l'Afrique, c'est le deuxième continent au monde par sa taille. C'est ça la réalité du monde. Quand vous regardez l'autre carte, vous avez l'impression que le Groenland est pratiquement plus grand que l'Afrique, alors que le Groenland, il rentre plus de 17 fois dans le continent africain. Donc c'est ça qu'on continue d'enseigner dans nos écoles. Et donc ces représentations, même si celles-là, effectivement, déforment un peu les pôles, mais la ligne d'équateur est au milieu de la projection, donc les surfaces sont rigoureusement exactes. Mais dans le monde dit libre, on a des représentations fortes. On voit le nombre de continents qui peuvent rentrer dans le continent américain. Vous rentrez la Chine, vous rentrez les États-Unis, vous rentrez la plupart des pays européens. C'est 30 millions de kilomètres carrés. Et notre population ne fait que reprendre. C'est pour ça qu'ils ont peur. On est au plus de 1 milliard. Ils se disent, mais ils sont trop nombreux. Mais on n'était pas si nombreux. Ils nous ont dépeuplés. Donc l'Afrique ne fait qu'à rattraper. Et comme eux ne font pas d'enfants, et on ne fait pas d'enfants parce qu'on est plus porté sur la chose, on fait plus d'enfants parce qu'on est pauvre. Ce n'est pas le contraire. Tous les pays qui ont changé la condition de leurs femmes, tous les pays qui ont redressé la sécurité sociale, c'est clair, vous voyez, le nombre d'enfants s'est réduit. Mais évidemment, c'est une force, et donc ils ont peur de cette force. Mais cette force, elle est inutile si on n'est pas capable de lui donner les conditions d'épanouissement. C'est pour ça que ces enfants doivent être éduqués très tôt dans la connaissance. Ils doivent être sains, il faut que les besoins essentiels soient atteints. Ça veut dire une eau potable, une alimentation en calories et en protéines,
une éducation, un système de santé, une habitation décente, qu'ils puissent s'épanouir dans ces conditions. Et ça, c'est à notre portée. Mais si le système est confisqué par un ordre qui empêche l'État de le faire, et qui dit non, 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 c'est l'entrepreneuriat qui va s'occuper de ces choses. L'entrepreneuriat, il ne s'occupe pas de la condition des gens. Il est là pour faire du profit. C'est ça la vocation principale. Donc, il n'y a même pas 40 ans, on prenait des charters pour faire le tour des Africains, parce que les Ken Cross et les autres devaient apprendre à nos Africains comment on devient un entrepreneur. Parce que nous, on ne connaît pas ça. On n'a pas cette conception où profit has to be number one. C'est-à-dire que moi, j'ai un truc, je donne à Bodian, je donne à ma famille, je partage. On est communaliste. Mais on te dit non, 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 tu dois penser à toi. Donc, il faut rééduquer les esprits dans cet esprit-là. Donc, je reviens à ces représentations. Toutes ces représentations du monde que vous voyez, ces frontières telles qu'elles sont dessinées dans l'univers occidental, des gens qui nous dominent, le monde qui est prétendument libre, tel qu'eux le conçoivent, ou bien le monde tel que les Américains le font. Donc nous, dans notre campagne, lorsqu'on explique, ce n'est pas normal qu'à partir de l'Allemagne, on puisse contrôler notre continent et que les Africains ne soient même pas au courant, que donc les Américains divisent le monde selon leur sphère d'influence, parce que c'est leur terrain de jeu, parce que ce sont les plus puissants et nous, on n'a rien à dire. Et qui s'occupent de notre propre sécurité, mais qui est au fond la leur. Les répartitions sont toutes erronées. Les répartitions géographiques qui sont faites à l'ONU jusqu'à présent sont erronées. Les répartitions de la classification de la Banque mondiale coupent l'Afrique en deux, entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Toutes ces représentations correspondent à la conception par laquelle le Mégalo Ensemble a construit en fait ces éléments. Et donc c'est important de comprendre que même si cette modernité n'est toujours pas atteinte, qu'elle s'est enchâssée dans le développement, au point que la modernité incarne le développement, il y a des problèmes, et ces problèmes, il faut les surmonter. Je disais que philosophiquement, l'humain est un être métaphysique, donc face à l'angoisse de la mort, de l'immensité du cosmos, de tout ce qu'il ignore, il ne se rend pas compte qu'il est capable de contrôler ces lumières-là, que liberté, égalité, fraternité, sororité, c'est à notre portée. Mais ça suppose un esprit de solidarité et une conception du vivre ensemble, une préservation des biens communs, la préservation de la vie et de dépasser le développement tel qu'il est fait. Et je crois que Ritz a raison de dire que le développement tel qu'il existe, c'est un ensemble de pratiques contradictoires en apparence qui, pour assurer la reproduction sociale, c'est-à-dire pour que le monde continue à tourner de la façon telle qu'il est, il oblige à transformer et à détruire de façon généralisée le milieu naturel, donc l'écosystème, et les rapports sociaux, les rapports entre les gens, en vue d'une production croissante de marchandises, donc les biens et services, qui sont destinés à travers l'échange à la demande solvable. Donc au fond, le développement se borne à créer un système de production et de consommation en marchandises, et si vous n'êtes pas capable, vous essayez de l'importer, ou alors vous vivez dans un monde informel où vous allez utiliser les marchandises des autres. Donc, c'est ce qui explique que 80% des gens au Sénégal s'habillent avec la fripe des habits que d'autres gens ont portés. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est aussi donner le nom. Quand on parlait de trucs de Nicessa, on donne le nom de nos enfants à des ancêtres qui ne sont pas les nôtres. Et ça, quand vous y pensez, deux fois, ça fait partie de l'aliénation. Donc, c'est ces systèmes-là que j'essaie d'expliquer dans ce phénomène. Et il y a une accélération. Maintenant que ce mégalo-ensemble est en train de s'écrouler, il essaie de trouver une réponse. Et sa réponse, malheureusement, c'est dans la guerre et la financiarisation. Et la financiarisation transnationale et plutocratique a bousculé les modes de régulation qui étaient déjà essoufflés. Et j'ai forgé le mot supra-impérialisme pour caractériser la phase nouvelle que tente d'imposer le capitalisme impérialiste. C'est bien sûr une conjugaison de facteurs pour ce système d'oligopolisation bancaire spéculative mondialisée. Ce supra-impérialisme, c'est-à-dire du latin au-dessus, il désigne les extensions multiformes de l'espace du capital dans différents vecteurs oligopolistiques tentent d'infléchir l'économie mondiale. Donc ça, c'est les grandes firmes transnationales qui sont devenues plus grandes que les États et dont les États ne peuvent même pas imposer le droit international. Donc ils fonctionnent dans un espace transnational. Ils sont au-dessus des États. Ils sont extrêmement puissants. Vous voyez aujourd'hui un mec arriver carrément dans le cœur du pouvoir, Elon Musk, aux États-Unis. Donc on parle de ces forces-là. C'est incroyable. Alors, l'expansion de ces dernières années, ils créent des portefeuilles. C'est de l'argent fictif.
des dérivés, des titrisations qui permettent à la financiarisation de se coupler aux différents secteurs de la vie productive et de la consommation. C'est-à-dire, le processus d'accumulation du capital lui-même génère un autre capital et à un niveau très général, les marchés financiers sont assignés à deux types de fonctions, emprunter et prêter en vue de l'achat et la vente de marchandises aux fins de l'activité économique. Et ce système-là est extrêmement pernicieux parce que c'est une transformation non seulement qualitative de l'impérialisme, mais il est capable d'être dopé par d'autres pays qui étaient aujourd'hui, qu'on appelle des pays émergents, comme la Chine, dans son socialisme de marché, ou l'Inde, ou le Brésil. C'est-à-dire qu'avec ces pays du BRICS peuvent autant soutenir et amplifier ce phénomène que peut-être le stopper, par exemple sur la question des devises, si on pouvait avoir un panier de devises qui reflète autre chose que le dollar. Donc il y a une transformation qualitative de l'impérialisme qu'il faut étudier au niveau, évidemment, de ce que ça représente. Bon, les atermoiements de la City de Londres ou de New York qui s'inquiètent du basculement de l'économie mondiale vers l'Asie, évidemment, vous allez voir ça dans tous les ouvrages, le bashing contre la Chine, etc. Mais en réalité, la dette chinoise, elle atteindrait autour de 55 milliards, dont 40% relèvent d'entreprises non financières. Mais tant que la Chine gardera le contrôle étatique de l'essentiel de son pôle de banque et ne s'engagera pas dans la globalisation financière, les requins de la finance, de la triade, c'est-à-dire États-Unis, Japon et Europe, savent que la Chine restera souveraine et qu'ils ne posséderont pas le monde, qui d'ailleurs peut leur échapper. Cette réalité, la riposte, et on n'a pas le temps vraiment de rentrer dans ce mécanisme, mais Harvey l'a compris, en plus de cette financiarisation qui est en haut, il y a une inégalité dans la répartition des richesses et une exploitation des main-d'œuvre et des ressources. Et Harvey appelle ça en fait une accumulation par dépossession. Et elle semble vouloir prendre le pas sur la reproduction élargie et serait la coercition que le mode de développement capitaliste impose au niveau politique, social, culturel et économique à l'humanité, c'est-à-dire un dépouillement des patrimoines sociaux, les terres, les ressources. C'est ce que vous voyez dans nos pays, l'acharnement sur le foncier, l'acharnement par l'industrie extractive, la pollution de nos ressources, la négation des droits hérités et la désarticulation des arrangements sociaux antérieurs. Il est en train de se mettre en place des groupes sociaux locaux qui dépossèdent littéralement les paysanneries et les masses qui sont paupérisées et qui prennent de plus en plus d'avance dans nos pays, mais aussi dans le reste du monde. Et donc, vous avez donc l'ancienne accumulation primitive et en haut cette financiarisation et les processus de dépossession qui se généralisent et qui ne favorisent que des plutocrates, c'est-à-dire des gens qui ont des moyens exorbitants au-dessus de leurs capacités. Et Samir Amin nous avait déjà averti que ce système du centre, il bénéficie évidemment par une articulation de monopoles. Donc le monopole qu'ils ont sur la technologie, les monopoles qu'ils ont dans le contrôle des flux financiers, le monopole qu'ils ont dans l'accès aux ressources naturelles. Donc dans nos pays, on a peut-être 12 à 14% sur des ressources qui nous appartiennent. Donc elles sont aux mains de ces IDE, comme on le dit. Les monopoles qu'ils ont dans les champs de la communication. Si ce n'était pas Kadhafi, aujourd'hui, la plupart d'entre nous n'ont même pas de téléphone cellulaire. Donc c'est parce qu'il y a eu un petit sursaut africain. Mais en réalité, il y a un monopole total du dispositif de communication. Tous les câbles que vous voyez là qui permettent l'Internet à travers le monde, qui passent dans les océans, tous les systèmes de satellites, c'est un contrôle incroyable de ce qui se dit, de ce qui se fait. Et évidemment, en ruissellement, vous avez les petites agences de communication qui elles-mêmes obéissent à des agences plus grandes. Et c'est une expansion des médias modernes qui est une des grandes composantes de l'érosion du concept même de la démocratie, et y compris en Occident elle-même. Et finalement, ce n'est pas le moindre, le monopole sur les armements. Nous sommes complètement à la merci. Donc non seulement on n'en fabrique pas, mais nous sommes à la merci de ces dispositifs qui se jouent de nous. Et vous voyez ce qui se passe avec les pays de l'AES qui osent contrer les anciens parrains, mais qui sont contraints d'en trouver de nouveaux pour se défendre contre les menaces et la prolifération de la peste brune arabo-islamique qui les a envahis. Donc, ces 5 monopoles qu'il a décrits comme étant les éléments de la loi de la valeur mondialisée, je crois qu'il n'est pas là pour se défendre. En fait, il n'a fait que calquer, parce qu'il montre que c'est ça qui permet aux pays des centres d'imposer au système monde son fonctionnement. Mais en réalité, si vous maîtrisez ces monopoles-là, vous devenez vous-même autocentré. Donc, quand vous prenez un développement autocentré, il faut que vous puissiez contrôler ces mécanismes-là. Lorsque vous les maîtrisez, en fait, vous devenez un pays central.
Et c'est ce que nos pays ne parviennent pas à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une inégalité qui est imposée. Donc, dans le rapport d'Oxfam, les richesses des 1% les plus riches de la planète correspondent à plus de 2 fois la richesse de 90% de la population. C'est-à-dire ça, c'est presque 7 milliards d'individus. Les milliardaires du monde entier, là, on peut les mettre dans cette salle-là. Ils sont 2153 personnes. Ils sont peut-être serrés, mais ce serait d'ailleurs bien pour une fois. Mais ils craignent une fille. Ils possèdent plus de richesses que 4,6 milliards de personnes, soit 60% de la population mondiale. Et les 2 tiers de ces milliardaires tirent leur richesse d'une situation d'héritage ou de rente. C'est-à-dire que ils vivent de rente, du ruissellement de leurs avoirs. Et dans le monde, les hommes détiennent 50% des richesses de plus que les femmes. Et les femmes assurent plus des 3/4 du travail domestique non rémunéré et comptent pour 2 tiers des travailleurs dans le secteur des soins. On l'a vu lorsque c'était la pandémie. Alors, je passe vraiment sur ça parce que là-dedans, on essaie de montrer comment cette oligopolisation, comment ces formes transnationales se sont en train de se recomposer, et les travaux de Christian Palois sont très importants. Ils montrent qu'il y a des arrangements qui sont en train de se faire, des arrangements institutionnels dans des secteurs, des holdings de filiales commerciales, des centres de coûts, d'autres arrangements dans les global value chains, les chaînes de valeur, d'autres arrangements institutionnels, mais toutes des formes de prédation vers les paradis fiscaux qui escapent à la fiscalité ou qui se font avec la complicité de nos pays mêmes qui sont prises dans ce jeu-là sous le discours des investissements directs. Alors, comme le temps malheureusement nous manque pour rentrer là-dedans, mais je laisserai à la disposition de ceux et celles qui sont intéressés par cela, très rapidement arriver vers mais comment se sortir de ça. Donc, le premier élément, c'est de comprendre que le Sud global, ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est le Sud global qui est inséré dans ce dispositif. Et là, c'est les 70 ans de Bandung. Pour ceux et celles qui sont jeunes, qui ne s'en souviennent pas, Bandung, c'est le moment où les bourgeoisies nationales de nos pays revendiquent une voie qui soit non alignée, c'est-à-dire ni dans le bloc de l'Est, ni dans le bloc de l'Ouest, et avoir leur propre voie souveraine. Et donc, ça va être l'année des 70 ans de Bandung, du non-alignement, mais il faut que nous ayons l'intelligence de réinventer l'internationalisme. Parce que l'internationalisme, c'est au fond notre antidote. C'est le fait d'être solidaire, de savoir que, par exemple, ce qui se passe au Congo, c'est quelque chose d'important. Ça touche toute l'Afrique. Ce n'est pas pour rien que je porte cette tenue. La plupart des gens ici ne savent pas ce que c'est. Mais ça, c'est fait avec quoi, vous pensez? Non, ce n'est pas du raffia, mais vous vous rapprochez. De la laine. Non, c'est fait par les Congolaises avec des fibres de banane. Voilà. Et donc, moi, dans mes habits, j'incorpore les savoir-faire de nos artisans pour montrer en fait les capacités industrieuses qui sont en train de se perdre. Et c'est un jeune tailleur sénégalais qui nous montre ça. Bouba, je lui fais un peu de placement de produits. Hein, vous n'êtes pas dialogue. Vraiment, il est trop cool. Mais bon, bref, à ce moment-là, un clin d'œil à nos camarades qui sont actuellement à Montréal, qui sont en train de montrer l'exposition Nil Sacré, puisque ce tissu m'a été rappelé par notre grande sœur Ndeye Marifal, qui nous a apporté ça du Congo, et qui sont en train d'organiser une exposition actuellement dans la ville de Québec avec les travaux d'un photographe, Higgins, sur le Nil Sacré. Une très belle exposition. J'espère que nous pourrons la voir ici aussi bientôt. Mais donc, bref, pour revenir à notre propos, dans cette accélération économiciste, je trouve que le transinternationalisme, le fait qu'il faille qu'on redécouvre le Sud global, l'esprit de la tricontinentale, pour ceux qui s'en souviennent, donc c'est Ben Barka, c'est Amilcar Cabral, hein, c'est Che Guevara. Donc c'est peut-être pas de revenir à l'esprit des tempêtes, etc., mais de se rendre compte que la réalité antisystémique du monde, elle est dans notre portion. Et que si le Sud global se mettait ensemble, si on redécouvrait les valeurs d'un transinternationalisme passé sur le Sud global, à ce moment, l'Afrique va avoir des partenariats beaucoup plus intéressants pour notre autonomie collective comme Africains, mais aussi pour notre autonomie dans le Sud global contre les tenants de l'impérialisme. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut lutter contre ceux qui s'exposent à cela, c'est-à-dire les pouvoirs compradors, ceux qui ont, dans une position subordonnée, renoncé à défendre les intérêts de l'Afrique et qui dirigent la plupart de nos régimes politiques. Et qu'il faut lutter avec acharnement. Nous, on a lutté, par exemple, pour un des régimes les plus sanguinaires, qui est le régime de Blaise Compaoré, à un moment où ce type-là était devenu le parrain dans la sous-région. Il faisait la pluie et le beau temps. Une bonne partie du terrorisme que vous avez vu a été introduit par lui-même. Donc il fallait lutter contre ces forces compradores. Et cette lutte,
il faut la terminer. Et aujourd'hui, il y a des fronts. Vous voyez qu'il y a un sursaut souverainiste dans la sous-région. Il faut non seulement le comprendre de façon critique, mais il faut que les jeunes s'emparent de ce processus, qu'ils ne laissent pas en réalité aux seuls acteurs, qu'ils soient militaires ou autres, la direction historique de la lutte contre d'abord les forces qui sont les forces du sens, qui viennent proposer une lecture culturaliste et religieuse du monde qui est erronée et qui est une impasse. Et il faut aussi qu'ils luttent contre la rapacité des nouveaux acteurs qui vont venir pour remplacer ceux qu'on pense partis, parce que ceux qui sont partis ne sont jamais partis, ils ne font que se redéployer et miniaturiser leurs forces. Mais leur pouvoir de frappe, l'impérialisme ne recule jamais. Si on ne l'a pas compris, l'impérialisme ne recule jamais. Donc, il faut bien être conscient que c'est aux jeunes Africains de construire la refondation de ce front tricontinental dans un élan contre l'impérialisme collectif et cheminer possiblement, peut-être un jour, vers une 5e internationale ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une conscience collective contre cette ingérence hégémonique et les hiérarchies présumées. Donc, je ne veux pas trop prendre de temps là-dessus, mais comme je dis, cette portion vous sera fournie. Mais je veux revenir sur l'autre portion, qui est le renouveau eugéniste et raciste qui est en train de se répandre et qui passe par le canal de la médecine, qui passe par le canal des technologies de pointe et un certain discours décomplexé et qu'il faut absolument comprendre. Dans ce chapitre, j'ai essayé de montrer d'où venait cet eugénisme. Donc on n'a pas le temps, mais il y a eu un proto-eugénisme et un eugénisme moderne qui a connu sa quintessence dans la période de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on passe vraiment en revue comment ça s'est construit. Je pense que ça va être important pour ceux et celles qui ne sont pas familiers comprendre les racines de la pseudo-science qui longtemps a existé et contre laquelle Cheikh Anta Diop s'est battu. Mais il s'est battu pratiquement tout seul. Ici, dans notre sous-région, il était quasiment tout seul. En Europe, d'autres gens se sont battus contre ça. Et donc, comme je l'ai dit, ça remonte à Gobineau et Antenor Firmin jusqu'à des périodes récentes. Donc, le temps nous manque pour rentrer dans ce proto-eugénisme, comme le temps nous manque pour parler de l'eugénisme moderne, qui est le socle de l'idéologie scientifique qui est aujourd'hui en vigueur. Mais je veux surtout revenir sur la période qu'on peut appeler post-eugénique, qui est actuellement en cours. Comme toujours, les spécialistes de la race, ils recherchent un vaste public pour leur propagande et le danger demeure que leurs prétentions soient reçues, soit par des groupes fascistes qui espèrent que l'idéologie du racisme sera un jour acceptée comme une donnée scientifique. Ça se vit, vous le voyez dans les matchs de foot, quand un joueur noir touche la balle, il se fait huer, même quand il marque et que c'est l'équipe qui gagne, on le hue. Donc ça fait partie de la psyché dans laquelle semble rentrer une bonne partie de la redécouverte de la peste brune, donc du racisme fasciste en Occident, mais pas seulement, hein. Vous l'avez au Brésil, vous l'avez en Inde, et moi je considère d'une certaine façon que nous avons aussi nos propres extrêmes droites qui sont en train de s'agiter. Cet eugénisme moderne, il a des dérives et il est complexe parce que au départ, il va aller partir de la compréhension de certaines tares au niveau médical, de réparer certaines situations ou de particulariser à des groupes ethniques certains soins, et ça va être une sorte de brèche par laquelle ils vont s'engouffrer. Bien sûr, le néolibéralisme et le capitalisme vont le faire. Donc il est important de rappeler que dès le départ, l'être humain est génotypiquement jumeau partout et que le phénotype, c'est-à-dire notre apparence extérieure, ne permet aucune forme de hiérarchie et en fait n'est qu'une adaptation, la sélection d'adaptation à l'environnement. D'accord ? Et donc, comme l'expliquait Exama, l'être humain a moins de bagages génétiques qu'un grain de riz. Les Européens modernes descendent d'un groupe à peine de quelques centaines d'Africains, les Suédois descendent des Nigérians. Les humains sont identiques à plus de 99%. Il n'y a pratiquement pas de différence entre eux. Mais dans ce groupe, ils viennent avec l'idée assez simple en disant, bon, puisque les locodermes ont apparu il y a 35 000 ans, donc c'est les derniers à être apparus, donc c'est les plus intelligents, ils sont plus avancés. Donc nous, qui sommes les premiers, ben, on est restés primitifs.
Donc ce discours, il va être réutilisé avec toutes sortes d'autres artefacts, notamment les études de quotient intellectuel et évidemment les conditions dans lesquelles vivent nos populations qui sont exposées dans les diasporas, comme ici, dans les conditions de pauvreté, qui font que la reproduction de l'éducation ne permet pas d'égaliser les chances. Et donc, des auteurs, genre Charles Murray, Richard Hanson, dans The Bell Curve, la courbe en clash, vont commencer à utiliser ces génotypes intellectuels avec une prétendue dominance génotypique. Donc là, on a fait un peu la critique de ces études qui ont été faites aux États-Unis, où il dirait que les Noirs seraient donc les moins intelligents et de ce quoi affaiblissent le niveau moyen de la population. Et ils utilisent des statistiques pour montrer que les Noirs auraient un quotient intellectuel moins élevé que la moyenne de la population, etc. Et plusieurs écrits de ces écoles-là, financés par des grandes fondations, financent des gens comme Rushton qui vont parler de ces choses. En réalité, cette question de l'intelligence, cette mesure du quotient elle-même est très aléatoire. Il y a plusieurs formes d'intelligence, comme le monde Gardner, l'intelligence musicale, l'intelligence du geste, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence linguistique, l'intelligence spatiale, interpersonnelle ou intrapersonnelle. Mais les eugénistes reviennent constamment à la charge. Chaque fois qu'ils sont déboutés, ils reviennent. Et on a beau leur montrer dans nos études en fait qu'il n'y a aucune différence et qu'en réalité même les résultats sont meilleurs dès que les conditions s'améliorent, les recherches semblent de plus en plus diverger. Par exemple, une recherche récente soutient que le cerveau continue de se transformer et c'est l'équipe de Bruce Land qui observe des gènes, la variante microcéphale qui serait apparue lors de l'émergence de la musique, de l'art et des pratiques religieuses, et des outils plus sophistiqués, l'autre variante microcéphale qui serait apparue au moment de l'émergence de l'agriculture et des villes. Et pour lui, il considère effectivement que ces sélections auraient permis de favoriser des individus par rapport à d'autres. Et on va essayer même littéralement de créer une généalogie en disant que cet ASPM, autour de 5800, va vraiment coïncider avec la diffusion de l'agriculture, les premières agglomérations, l'écriture, etc. Donc, sans trop rentrer là-dedans, Land est quand même prudent. Il mentionne qu'il serait incorrect d'interpréter les résultats comme l'illustration de l'évolution d'un groupe plus qu'un autre et que les différences notées entre groupes humains sont infinitésimales comparées aux grandes différences de caractère d'intelligence au sein d'un même groupe. Donc, il y a d'autres études qui sont faites, notamment celle sur le prétendu QI plus avancé des juifs ashkénazes, parce que bon, il y a une surreprésentation de ces juifs dans les prix Nobel. Pourquoi il y en a plus chez eux et moins chez nous? Et donc, ils se lancent dans des différenciations sur cela. Et là, on aurait même déterminé une hypothèse, un sphingolipide, ou toute autre déficience génétique qui engendrerait de telles mutations pour mieux performer que la moyenne des gens au test de QI. Alors, la question, c'est est-ce que c'est du fait de l'endogamie, du fait de la promiscuité, des systèmes d'éducation, des exigences professionnelles, religieuses et de l'oppression raciste qui a conjugué et permet ces résultats, ou est-ce que vraiment il y a une mutation génétique chez ce groupe-là qui ferait qu'il serait, entre guillemets, plus intelligent que les autres? Pour l'essentiel, ce potentiel d'intelligence relève majoritairement du cheminement personnel, des conditions matérielles d'existence et non de l'hérédité. Personne, évidemment, ne nie le legs des parents, ni les potentialités d'un enfant, mais vous prenez un des gosses, vous le mettez dans nos conditions ici à Mbelré, il ne va pas performer supposément parce que c'est un juif ashkénaze. Donc c'est les conditions matérielles qui vont prédisposer cette personne de pouvoir développer véritablement ses capacités. Et comme le dit Michel Dume, pour prendre une image, si une ampoule électrique s'allume, il faut que l'ampoule fonctionne, que la douille, le fil électrique, l'interrupteur fonctionnent. L'ensemble de ces paramètres est requis pour qu'au final la lumière apparaisse. Et c'est ce processus qui permet véritablement l'intelligence. Mais c'est très intéressant parce que, comme je l'expliquais, dans la recherche du génome, et c'est là le deuxième risque, c'est qu'on veuille, au nom de la perfection de l'humain, commencer à travailler sur le gène. Donc, après la race, maintenant qu'on a déchiffré le génome, on va, au nom de l'effacement des tares, essayer de favoriser, en tout cas certains post-eugéniques veulent faire cela, c'est
à la découverte des tares génétiques, qui sont au fond des fractions de milliards dans le génome. Ces personnes-là veulent en fait jouer dans les métamorphoses du vivant et créer de nouveaux codes. Donc par exemple, choisir la couleur des yeux de vos enfants, s'assurer qu'il n'aura pas tel tare ou s'assurer qu'il ait telle ou telle aptitude, telle que son grand-père ou tel savant. Et donc, par ce canal, on a vu, par la médecine, notamment dans la lutte contre le sida, il a été soutenu que les ravages les plus grands de cette pandémie chez les Africains étaient plus forts que chez les Européens et qu'on aurait développé une résistance parce que nos ancêtres ont été confrontés à l'épidémie de peste de 1346. Et là, jusqu'à présent, les laboratoires n'ont pas trouvé d'Africains qui étaient porteurs de ce gène homozygote ou d'un parent qui aurait été mutant. Mais les porteurs du gène mutant, qui disposent des récepteurs qui sécrètent cette fameuse chémokine, qui assisterait le système immunitaire contre le virus. Et donc, il existe d'autres mécanismes subtils, notamment par exemple chez les prostituées du Kenya, qui ont développé des aptitudes et n'attrapent pas le sida, etc., etc. Donc, en fait, ils vont utiliser ces choses-là pour essayer de démontrer des formes de hiérarchie. Et même lorsque le Covid est arrivé, on a vu spécifiquement ce genre de commentaires se faire. Donc le post-eugénisme positif, il permet désormais de faire apparaître de nouvelles formes de thérapie personnalisées et propres à certains groupes ethniques. Par exemple, on a eu le bidil qui était fait juste pour les Noirs, un médicament, c'était déjà au début des années 80 qu'on avait ce phénomène-là. Et à l'unanimité, la FDA a pu autoriser dans l'histoire américaine l'administration de ce médicament basé sur la race. Donc ce sont par ces brèches-là que s'introduisent, le temps nous manque, mais pour ceux qui sont intéressés, ça ouvre toutes sortes de perspectives de relance pour le post-eugénie. Certaines maladies qui sont plus fréquentes chez les Noirs, comme l'anémie falciforme, la drépanocytose, et plusieurs mutations dans l'histoire ont produit des polymorphismes génétiques et des populations présentent des hémoglobines anormales à des niveaux significatifs en Afrique de l'Ouest, en Arabie, etc. Et ces mutations qui se sont faites dans certains haplotypes sont utilisées pour pouvoir dire effectivement tel groupe par exemple va être plus résistant devant le paludisme, etc., etc. Ou alors certaines tares, comme par exemple les tares qui affectent les juifs ashkénazim, la maladie de Tay-Sachs, etc. Donc dans tous ces éléments, que ce soit l'hémochromatose, la fibrose cystique, les formes de cancer, on voit cette assistance arriver, mais elle ouvre la porte en fait à ce post-eugénisme, c'est-à-dire la fabrication d'individus sur mesure et la différenciation génétique. Évidemment, il faut des organismes comme l'UNESCO et plein de gens travaillent cela, mais quand c'est le domaine privé qui s'empare de ces choses-là, qui s'empare de nos gènes, il y a évidemment une grande crainte à avoir. Et donc une forme de racisme particulièrement pernicieuse pourrait également voir le jour, un racisme du gène à base scientifique et démontré statistiquement. Donc vraiment, c'est très important de comprendre ces choses-là. J'aimerais achever, sans vouloir être trop long, je sais déjà que j'abuse de votre temps, mais j'aimerais achever sur quelques éléments qui viennent corroborer la question de l'origine monocentrique de l'humanité que Cheikh Anta Diop avait faite, c'est-à-dire certaines découvertes qui sont dans cet ouvrage que je porterai à votre attention. Donc deux débats. D'abord, le premier débat, c'est donc la période des hominidés qui sortent du continent africain, et le deuxième dans les processus d'hominisation, donc qui ne regardent que l'Homo sapiens sapiens. Et donc on a pu reculer les dates de séparation entre nous et ce qu'on appelle les grands singes, qui remonteraient à environ 15 millions d'années, et des fossiles vieux entre 8 à 4 millions, qui étaient très rares. On a mis les traces de pas de l'Aétolie, on a trouvé plusieurs autres qui datent de 7 millions d'années. Dans l'Awash, un site aramis dans le Turkana, Ceramidus, l'Ardipithecus. On a aussi redaté la célèbre Australopithèque afarensis, Lucie, qui était redatée de 3,18 millions. Et très intéressant par rapport à la thèse Out of Africa, mais juste par la Rift Valley, le nombre de découvertes qui sont faites dans la zone du Tchad, notamment dans la zone de Korotoro au Tchad actuel, notamment Abel de cette
3,5 millions d'années. Donc toutes ces datations, ainsi que Toumaï, qui a été bryochronologiquement daté avec la faune alentour à 7 millions d'années. Donc ça fait reculer un peu les processus d'hominisation. On parlait ce matin du musée des civilisations noires et des apports. Donc c'est quelque chose qui est constamment en découverte. Donc je vous renvoie à ces travaux-là qui à la fois montrent la colonisation africaine du sud de l'Europe, mais aussi les différenciations depuis Homo erectus et de nouvelles trouvailles autour de plus de 1500 ossements, notamment Homo naledi, trouvé en Afrique du Sud, ça veut dire l'étoile en Sesotho, ou les traces trouvées par les responsables de l'université de Witwatersrand d'un préhumain de 1,22 m de haut, bipède, plus vieux que l'enfant de Tong et qui serait 500 000 ans plus vieux que tout fossile retrouvé déjà. Alors sur cette question de pourquoi est-ce que ces gens-là sont des êtres humains ou pas, il y a toute la question de la bipédie, il y a les travaux d'Ambricourt Malassé qui calculent vraiment l'orthodoxie maxillofaciaire, qui voit que c'est vraiment la colonne vertébrale, la contraction crânio-faciale, le pantographe, donc c'est toutes les choses qui vont amener vers la bipédie et qui viennent reviser un peu l'arbre phylétique de l'humanité. D'autres trouvailles ont été faites aussi dans la zone de la Chine, c'est très intéressant, qui font reculer la date du départ des premiers globetrotters africains Homo erectus autour de 2 millions d'années. Et plus proche d'ici, dans la zone de Atapuerca en Espagne, des équipes toujours à l'œuvre à la recherche de preuves supplémentaires de celles qui ont été trouvées, qui datent les hominidés entre 800 000 à 1 million d'années. Donc toutes ces découvertes, au-delà des émotions que ça propose, amènent une contre-attaque des thèses qui s'opposent, donc les thèses des paléontologues qui utilisent l'idée qu'on trouve de plus en plus des néandertaliens et donc qui veulent un métissage entre sapiens et néandertaliens, parce qu'en fait, ils refusent l'origine monogénétique sapiens africaine noire. Et donc, il faut vraiment brouiller un peu de cette datation pour pouvoir fournir des munitions à ceux qui plaident à la différenciation des races. Donc, il y a un combat actuellement, un combat biologique, pour essayer de non seulement dater ces sapiens, de la lignée humaine jusqu'à Homo erectus, et dater est-ce que les néandertaliens étaient africains ou pas, et est-ce qu'ils vont influencer les humains qui vont habiter dans les espaces hors de l'Afrique, ce qui amènerait donc l'idée que des races existent. Donc je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de cette bataille, mais c'est une vieille bataille qui revient entre les thèses polycentriques et les thèses monocentriques. Et dans cette bataille, dans notre hémisphère pas si lointain, notamment dans la zone de la Palestine, a été découvert un nouveau genre d'homo, ni sapiens ni néandertalien, qu'on appelle Necherhamia, et qu'on a daté de 120 000 à 140 000 ans, et qui vient conforter une certaine idée, comme je disais, d'un néandertal qui serait pas seulement européen, mais aussi qui serait dans la zone du Proche-Orient. Je rappelle pour ceux et celles qui n'étaient pas familiers que dans les textes sacrés, l'homme est né en Palestine à partir de la terre glaise. Donc vous voyez que bon, il y a eu du cheminement depuis ces croyances-là. Donc, Cheikh Anta Diop a toujours considéré, à juste titre, que les hominidés néandertaloïdes devaient être soumis à des critères de datation radiométrique, parce qu'il soutenait que l'origine du néandertalien serait probablement africaine plutôt qu'européenne. Donc, il y a une grande bataille qui est aujourd'hui encore en cours, sur laquelle on n'a pas le temps. Mais ici, j'ai plusieurs scénarios qui montrent en fait que les trouvailles ne viennent pas infirmer d'aucune façon ces processus. Donc, pour ceux et celles qui travaillent dans ce domaine, il y a donc les données à jour au niveau de la datation. Mais une chose est sûre, c'est que cet homme et cette femme étaient vraiment africains, que c'est par les mutations de la datation en fait, des mitochondries des femmes africaines qui mutent le moins par rapport aux autres femmes, qu'on a pu déduire que les premières femmes étaient effectivement africaines noires. Donc on a appelé ça le molecular clock, la Ève africaine. Et cette découverte d'Alan Wilson de l'ADN mitochondrial a permis de vraiment construire un arbre généalogique de 200 000 ans à partir de femmes africaines. Et ça a été corroboré, notamment ici, comme vous le voyez dans ces travaux, par d'autres éléments d'ADN et des chromosomes. Évidemment, les multirégionaux contre-attaquent
contre cette thèse de l'ADN mitochondrial. Et dans les universités américaines et les universités en Europe, vous avez encore une bataille entre créationnistes et matérialistes, mais vous avez au sein des matérialistes une bataille de gens qui veulent toujours contrer l'idée que l'humanité a bien été africaine. Mais les travaux sur les chromosomes, notamment l'haplotype 13 de Gérard Lucotte du Collège de France, et d'autres découvertes qui sont faites, notamment celle qui a été parue dans Nature Genetics, qui montre que nos ancêtres vivants sont en Afrique australe, au Soudan et en Éthiopie. Et si on se fie au chromosome Y d'un échantillon de 1062 personnes qui viennent de 22 zones géographiques, on obtient une surprenante confirmation. L'homme africain moderne est attesté, mais ne date pas dans sa variante masculine que de 59 000 ans. Donc il y a une sorte d'écart de 80 000 ans entre cet Adam et Ève africain. Et évidemment, ça montre que nos stocks génétiques s'est peut-être différencié en bouquets ou en mosaïques à travers le temps et la dispersion géographique. Je vous épargne vraiment les autres recherches, mais elles touchent l'Australie, elles touchent des travaux de l'université de Stanford. Une des choses qui aurait probablement plu à Cheikh Anta Diop concerne la dépigmentation et la pigmentation de l'Homo sapiens. Cheikh Anta Diop disait que la loi de Gogler vraiment caractérise les négroïdes, c'est-à-dire que nous avons une couche de mélanine qui nous protège du soleil et que cette couche apparaît lorsque les blancs s'exposent au soleil. Et il se trouve que ce n'est pas hasard, en étudiant le cancer par l'entremise de poissons zébrés golden, que des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont identifié un des gènes liés à la couleur humaine. Et selon eux, la mutation d'un acide aminé dans le gène SL24A5 aurait contribué à la transformation de la peau plus claire des Européens par rapport à leurs ancêtres africains. Le gène, une mutation d'une lettre seulement dans une séquence de 3,1 milliards de lettres de notre génome, serait responsable pour au moins du tiers de la perte de pigmentation du noir vers le blanc. Vous avez ces choses-là aussi dans les maladies des enfants, le kwashiorkor, l'enfant commence à être blond ou il a des taches de rousseur, etc. Il est possible que les premiers blancs leucodermes aient en fait eu une déficience de vitamine D, ce qui expliquerait l'apparition des roux et des taches de rousseur. C'est expliquait aussi pourquoi ils étaient détestés par les blancs qui n'aiment pas les roux, etc. Les Égyptiens non plus n'aimaient pas les roux, mais en fait c'est intéressant de voir l'évolution de toutes ces choses. Donc c'est aussi intéressant pour voir celles qui se dépigmentent la peau dans nos sociétés, qui fait un des paradoxes de l'aliénation. Donc vraiment, je vous épargne, car le temps nous manque, toute cette bataille de la transformation multirégionale sur Erectus, sur Homo sapiens. Mais une chose est sûre, c'est que la race n'existe pas, car l'humanité est une et elle a les mêmes capacités intellectuelles. Il n'y a aucune différence significative, ni anatomique, ni au niveau du cerveau, qui puisse permettre d'établir une quelconque hiérarchisation. Si la race existe, c'est la race humaine, point, period. Et donc, sur cette question-là, lorsque on a eu à se battre contre l'apartheid en Afrique australe, lorsque les Cubains sont venus nous aider dans la bataille de Cuito Cuanavale en Angola et que l'apartheid s'est effondré, l'Afrique s'est retrouvée dans une sorte de croisée chemin. Les Sud-Africains eux-mêmes ont renoncé à aller jusqu'au bout de la révolution, c'est-à-dire en privilégiant le GAR plutôt que le RDP, qui était le plan que l'ANC et le Parti communiste avaient mis sur pied. Le fait de s'infliger soi-même un ajustement sans que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international l'imposent était dû au fait que la bourgeoisie sud-africaine a commencé à être pénétrée par la compradorisation. Et ça a freiné l'élan en fait de la construction panafricaine et ça a freiné dans un moment historique la possibilité de basculer vers le destin continental du continent africain, c'est-à-dire un destin fédéral. Aujourd'hui, il peut paraître illusoire de parler de fédéralisme parce qu'en réalité, beaucoup de nations ont eu le temps de se cristalliser et c'est ce que Cheikh Anta avait craint. Mais il nous avait donné les éléments de la potentialité en démontrant la faisabilité, la synergie d'utiliser les éléments de la richesse en énergie et en ressources et en utilisant un système de péréquation pour qu'on puisse dépasser par la supranationalité nos capacités de créer un État fédéral. Nous avons pris le chemin inverse. Mais ce chemin, il avait déjà été tracé entre deux groupes rivaux. Le groupe de Casablanca, qui était beaucoup souverain et radical, et le groupe de Monrovia, qui était au fond à la remorque de l'ordre mondial et qui voulait, au nom des micronations, créer cette Afrique d'intégration. C'est celle-là qui a gagné.
Et jusqu'à présent, elle gagne, mais elle est en train de perdre du terrain. Donc vos générations les plus jeunes, et là je m'adresse aux plus jeunes, parce que nous sommes à l'automne de nos vies. On peut dire quelque part qu'on a autant réussi qu'échoué. On a réussi dans le sens que l'apartheid est tombé, le système néocolonial est en train de s'écrouler, le mode néocolonial de croissance est en train de se défaire, la France elle-même est en crise, ça c'est notre impérialisme à nous. Mais nous devons faire le sursaut. Et ce sursaut, Cheikh Anta nous l'a montré, c'est-à-dire il nous a montré que oui, il est possible d'aller vers un État plus viable que nos micro-États. Le paradoxe, c'est que nous, on y croit et que les jeunes n'y croient que de façon emblématique. Parce qu'il faut comprendre comment ça se construit. C'est un effort, c'est un sacrifice. Il y a une génération qui doit se sacrifier. Et ça se fait par le travail et la lutte. Ça ne se fait pas par Internet et la souris, malheureusement. Ce serait trop facile. Et l'impérialisme l'a compris. Il a créé des diversions. Et nos jeunes tombent dans les diversions. Donc, ils vont vous parler de Sankara, ils vont avoir le t-shirt, mais ils ne comprennent pas que Sankara voulait faire un développement autocentré, compter sur nos propres forces. Ça veut dire quoi, compter sur nos propres forces? Avoir la capacité de s'autosuffire au niveau alimentaire. Cultiver localement nos produits, être fier de les consommer sans complexe. Redécouvrir les vertus du fonio, du mil, pas de la miche de pain. La miche de pain, les Français eux-mêmes, ils ont vu, ça a été créé par quelqu'un pour les travailleurs de la construction de la Cour Eiffel. Même la miche de pain n'existait pas chez eux. Ils avaient un gros pain là qu'on coupait comme ça là, une vraie scie. Aujourd'hui, nous on bouffe le pain tous les jours et c'est même pas du pain, c'est ce truc cartonné là qu'on mange avec un peu de levure, une poignée de farine blanche. C'est pas du pain. Mais nous avons le complexe de consommer nos produits locaux. Or, le premier élément, c'est la bataille vivrière du contrôle de nos capacités alimentaires. Je parle d'autosuffisance alimentaire, pas de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est de l'argent pour acheter de quoi manger. C'est d'être capable de le produire, de le consommer fièrement. Et même de créer des péréquations entre les zones déficitaires et excédentaires. C'est la maîtrise de nos ressources nationales, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la nationalisation. La nationalisation, c'est 51%, mais d'aller plus et de tourner les produits vers un début d'industrialisation en chaîne complémentaire. Et c'est ça qu'il a démontré. Mais nous pouvons aller plus parce que les données dont il disposait aujourd'hui, mais elles pouvaient être découplées. Dans un pays comme le Sénégal, on a l'IFAN. L'IFAN, c'est l'endroit où on devrait faire l'étude géologique de toutes les structures sédimentaires, de toutes les structures géologiques pour connaître exactement la teneur de nos minéraux et non pas d'attendre des expertises extérieures de le faire. Mais pour le faire, il faut doter l'IFAN, et je ne dis pas parce que Bodian est là, parce qu'en fait, cet endroit est sous-financé, alors que c'est quelque chose qui est essentiel à notre développement, la recherche fondamentale. Il faut transformer l'université. Il y a tout un passage, je vous épargne, mais il y a tout un passage dans mon texte qui parle de la crise de l'université. Je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration des trouvailles sur l'égyptologie, vous les découvrirez dans le texte, mais il y a un passage ici sur la crise de l'université. Et cette crise de l'université, elle est fondamentale. Vous passez à l'université de Dakar, vous avez l'impression d'être devant une école coranique. Les gens sont en train d'annoncer comme ça. Ils apprennent par cœur. La capacité d'analyse et de synthèse, qui devrait être l'élément par lequel l'esprit critique se développe, est quasiment inexistant. Il faut questionner nos propres enseignants. Donc il y a une crise de l'université. Moi qui ai enseigné toutes ces années-là à l'Occident, je peux vous dire qu'ils ne sont pas meilleurs que nous. Leurs étudiants ne sont pas meilleurs que nous. Et nous, la preuve, on leur enseigne. Donc on n'a ni le complexe de l'Occident et on sait exactement qu'ils ne sont pas meilleurs que nous. Donc la question, elle est où? C'est dans nos propres capacités. Comment nous avons la volonté politique de transformer. Or, il est anormal que ce n'est que maintenant que les enseignements de Cheikh Anta commencent à rentrer. Donc, le Sénégal a le monopole de Cheikh Anta, etc. Mais les enseignements profonds de Cheikh Anta ne sont toujours pas à l'ordre du jour des curriculums. Il faut les introduire. C'est un atout. Les autres nous envient de l'avoir. Et moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons raté une occasion historique. Parce que si cet homme nous avait dirigés aujourd'hui, on n'en serait pas là. Je vous jure en ça. Donc, comme je dis, malheureusement, le temps nous manque pour les développements, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées entre-temps, beaucoup de trouvailles qui sont venues vraiment corroborer sa vision, l'intelligence de ses analyses, la perspicacité et surtout son courage politique. Et donc,
au sein du RND, qui était vraiment son espace dans lequel il a essayé, de façon panafricaine, d'attirer les camarades. Les camarades Diallo Diop ont essayé de continuer ce travail de façon difficile, les camarades Pape Dembossi, mais dans des conditions adverses. Ils ont fait leur part, ils continuent de le faire, mais c'est aux jeunes de s'emparer de ce travail. Ce travail existe, on ne va pas le refaire. Et donc, ces moments, c'est des moments de commémoration. Nous sommes tristes de l'avoir perdu, mais nous avons ce patrimoine extraordinaire que nous pourrions magnifier. Et pour le faire, il faut une rupture. Peut-être à la rigueur une transition de rupture. C'est sûr que moi j'ai une pensée révolutionnaire, elle n'est peut-être pas à l'ordre du jour ni au goût des gens. Ici au Sénégal, on a proposé un projet dans le sillage de Cheikh Anta Diop qui s'appelait la plateforme progressiste panafricaine, Sen égale, Sen égalité, basée sur des égalités fondamentales. D'ailleurs, pour la première fois dans le continent africain, il y a eu 6 candidats qui l'ont pris comme programme en prenant notre projet de société. Donc c'est la première fois que ça arrive. Malheureusement, les Sénégalais n'ont pas regardé le travail de rigueur. Je vous dis, regardez sur l'Internet et comparez avec le PSE et comparez même avec le dit projet. Parce que nous, quand on a mis notre projet, il n'y avait pas encore le projet. Et on voit que beaucoup de gens girafent sur le projet. Et nous sommes très fiers de notre projet. Mais nous savons que les Sénégalais n'ont pas seulement boudé, mais c'est exactement la même réaction qu'on a eue avec Cheikh Anta Diop à l'époque. Il y a une forme d'ingratitude dans nos sociétés. On ne sait pas reconnaître la rigueur du travail patriotique de nos citoyens. Des gens qui ne veulent pas l'argent, qui ne veulent pas les honneurs. C'est ça qui est arrivé avec Mamadou Dia, c'est ça qui s'est passé avec Cheikh Anta Diop. Alors que les gens nous envient de l'avoir eu. C'est des gens qui sont morts à la tâche pour nous. Il est mort à l'âge que j'ai aujourd'hui. Et ce n'est pas normal. C'est comme si aujourd'hui je succombais tout de suite devant vous. C'est ça qu'il a fait. Il s'est tué à la tâche à vulgariser. Il a eu une première syncope. Et il a continué à le faire, ce travail-là. Mais soyons fiers de ce travail. Mais allons au-delà de la commémoration. Là, on vient de faire le centenaire. Mais montrons au reste du monde nos capacités. Le Sénégalais est un être qui a la capacité de reproduction de l'identique. Nous avons jusqu'à présent collaboré à l'œuvre coloniale. C'est toute cette histoire de tirailleurs. C'est d'abord une collaboration. Vous allez à Madagascar, quand vous dites Sénégalais, c'est une insulte. Les Sénégalais ne le savent pas. Ils ont tué des dizaines de milliers de personnes là-bas. Donc on peut être fier du fait qu'ils ont lutté dans la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi on ne doit pas être fier de nous. Mais donc nous avons une chance historique de dépasser ça, de faire mieux, en utilisant les apports de personnes comme Cheikh Anta Diop. Et donc, c'est un peu l'objet de ce travail qui sera offert à tous les camarades pour montrer que Cheikh Anta Diop vit. Il vit dans chacun de vous, parce que vous êtes déplacés ici. Mais en principe, il devrait y avoir tout ça plein de monde. Aujourd'hui, toute l'université Cheikh Anta Diop devrait faire une journée que sur Cheikh Anta Diop dans tous les domaines de discipline, parce qu'il a été multidisciplinaire. En médecine, en recherche fondamentale, en histoire, en linguistique. Approfondir les savoirs. Mais pas seulement au niveau du Sénégal. Dans tous les pays de la sous-région. Et ce travail, il faut le faire. Ce n'est pas seulement une question de musée. Ce n'est pas une question d'emblème. C'est de la praxis. La transformation révolutionnaire. Je crois que c'est ça qu'il a voulu faire. Et je crois que les personnes qui ont fait ce travail exemplaire et qui sont encore dans la salle doivent être, comme dans un relais, assistés par les jeunes aussi compétents, plus rapides, alors que notre force s'étiole. Mais nag, naa leen wax benn affaire jaaxaguñu de bu ñuy rawante dama leen di raw. Je peux demander à la personne ici, parce que nous, on croit à la force vitale. Si vous avez loxo bi ni may laccax nii bu moo ko bësee prenez le plus grand, le plus fort d'entre vous là, jox leen ma ko. Je vous fais une démonstration. Ce n'est pas dañu bàkku, c'est dañuy xam fi ñuy roy ak li ñu gëm. Doole boobu ci moom lañ ko nampé. Donc ce n'est pas des gens surhumains, mais ils ont fait beaucoup.
Donc, ayons l'humilité de comprendre ça et de faire le sursaut. Si les Chinois l'ont fait, on est capable de le faire. Ce n'est pas de revenir de façon narcissique à une Afrique voilà, du passé. Non, non, non. C'est juste de reprendre une position plus digne dans cette mondialisation, de montrer nos capacités. Vous l'avez vu dans le football. Ils viennent prendre nos jeunes en bas âge. Ils sont au top. Et si, normalement, d'ailleurs, ils les recrutaient tous, vous n'aurez plus personne d'autre qu'un championnat africain en Europe. Mais ça, c'est parce que c'est une niche. Mais nous pouvons faire ça dans toutes les autres niches. En tout cas, moi, c'est à ça que je crois. Donc, je vous remercie de votre attention.